Oui, tout d'abord, je m'excuse dès maintenant, il risque d'y avoir un petit peu de bruit, vu qu'il y a des travaux à la maison, j'espère que ça ne va pas trop perturber, mais il se peut que vous entendiez des bruits étranges en fond, bon, on fera avec. Alors, je reviens sur ce que je vous disais la dernière fois, donc on va parler aujourd'hui, on va terminer le chapitre sur la gestion d'erreurs, et ensuite on parlera un petit peu de la bibliothèque d'entrée-sortie. Juste pour vous remettre dans le bain, je repasse rapidement sur les différentes stratégies de gestion d'erreurs qu'on peut mettre en place et que je vous avais présentées. Et ensuite, je parlerai d'une stratégie qui est la plus commune dans le contexte des langages à objets, à savoir l'utilisation d'une notion particulière qui s'appelle les exceptions. Alors la première chose, alors les deux premières techniques, c'est des choses auxquelles vous êtes habitués, puisque ce sont les principales techniques qui sont utilisées notamment dans le langage C. Donc la première solution qui est présentée ici, c'est d'utiliser une valeur de retour. Donc vous avez votre fonction qui retourne, qui utilise l'ensemble des valeurs de retour possibles, et il faut qu'à l'intérieur de ces valeurs, il y ait une valeur particulière qui puisse signaler un cas d'erreur. Donc là, on utilise une valeur particulière qui s'appelle not a number, qui sert sur les microprocesseurs à représenter justement des nombres qui n'en sont pas, c'est-à-dire des calculs qui sont sortis du domaine de l'intervalle possible des nombres que sait gérer la machine. Donc il se trouve que pour les valeurs de type double, il existe une valeur qui signale un problème qui s'appelle not a number. Donc cette valeur est directement retournée par la fonction. La contrainte que l'on a à ce niveau-là, c'est qu'il faut bien penser à l'issue de l'exécution de la fonction à tester ce résultat, parce que si on ne le fait pas, évidemment, on va continuer le programme en utilisant la valeur retournée qui éventuellement est une valeur erronée, qui va donc se propager dans le programme et ce qui va générer d'autres erreurs. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement classique que vous retrouvez bien évidemment dans un langage comme le C. De même, l'autre alternative, alors celle-là, elle est adaptée quand justement vous n'avez pas forcément de valeur d'erreur qu'il est facile de retourner, c'est-à-dire que c'est compliqué de signaler par une valeur de retour qu'une erreur s'est produite durant l'exécution de votre fonction. Donc il faut mettre en place un autre système. Là, le système est assez simple puisqu'on met en place la gestion d'erreurs grâce aux effets de bord des fonctions, c'est-à-dire qu'on va utiliser une variable qui est externe à la fonction, donc ici elle se retrouve là, et elle va avoir pour rôle de marquer, de contenir le code d'erreur si jamais un problème s'est produit durant l'exécution de la fonction. Ensuite, l'implémentation, c'est la même, on détecte le cas d'erreur, et si on est dans le cas où on a un souci, on va fixer la valeur d'erreur de cette fonction. Donc là, pour représenter ça, j'ai utilisé... Alors là, évidemment, on a plus de souplesse, puisque dans le cas précédent, il fallait qu'on se contente de l'ensemble des valeurs possibles que l'on a dans cet ensemble-là. Ici, le type que l'on affecte à l'erreur nous permet d'utiliser des valeurs différentes, évidemment plus larges. Du coup, on peut utiliser plusieurs codes d'erreur pour représenter différentes situations. Donc là où, dans le premier cas, je signalais juste une erreur, ici, je peux donner une précision, je peux dire si l'erreur c'est lié à un problème de not a number, ou si c'est lié à... on a essayé d'appeler la fonction avec un argument négatif. Même chose que précédemment, quand on veut l'utiliser, il ne faut pas oublier de vérifier. Donc après chaque usage de la fonction, il ne faut pas oublier de vérifier l'état de cette variable globale pour s'assurer qu'on n'est pas dans un cas d'erreur. Si on ne le fait pas, de même que tout à l'heure, l'erreur va se propager dans le programme avec éventuellement des conséquences plus embêtantes que celle-là. Troisième stratégie, je vous rappelle rapidement la quatrième, puis je reviens sur la troisième, parce que c'est celle-là que je vais détailler. Donc la troisième est utilisée dans le contexte des langages fonctionnels, mais depuis maintenant quelques années, un certain nombre de concepts liés au langage fonctionnel ont été introduits dans d'autres langages, notamment dans les langages à objets. Donc c'est le cas en C++, c'est le cas en Python, c'est le cas en Java. Donc en fait, tous les langages objets
actuels, ou en tout cas les dernières évolutions des langages objets, intègrent ces notions qui sont issues de la programmation fonctionnelle. Donc ça, c'en est une. C'est un principe en fait assez similaire à ce que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir utiliser une valeur de retour, sauf que ça résout la question de qu'est-ce que je vais utiliser comme valeur dans mon ensemble de valeurs de retour, puisque éventuellement je n'ai pas de valeur de retour disponible pour représenter un cas d'erreur. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? En fait, je crée un type particulier. Alors, en Java, il s'appelle optional, mais il va avoir d'autres noms dans d'autres langages, qui va avoir finalement deux rôles. Il peut encapsuler la valeur de retour de votre fonction, en l'occurrence de type double, ou alors il peut marquer le fait qu'il ne contient rien. C'est-à-dire, si votre fonction ne peut pas calculer de valeur de retour, elle va l'indiquer en fixant une valeur particulière dans Optional. Comme Optional a été implémenté pour ça, évidemment, il a deux caractéristiques. Il peut soit encapsuler une valeur du domaine de définition que l'on veut encapsuler, ou alors rien du tout. Donc on va pouvoir marquer le fait qu'il n'y a rien du tout. Donc si on se retrouve dans un cas d'erreur, on va retourner la valeur optional.empty, c'est-à-dire pour dire qu'il n'y a pas de valeur de retour. En résultat, on va pouvoir tester le contenu de cette valeur. Alors c'est un peu plus puissant que juste être obligé de faire un test, puisqu'on va pouvoir utiliser directement cette instance de optional, et en utilisant les méthodes qu'il propose, donc l'interface qu'il propose, on va pouvoir contrôler la façon dont les choses vont être retournées. Donc par exemple ici, la méthode OR-ELSE va vous permettre de retourner la valeur qui est encapsulée. Et si jamais il n'y a pas de valeur encapsulée, c'est-à-dire si la valeur de optional qui est embarquée c'est empty, il va retourner une valeur par défaut qui est précisée lors de l'appel. Donc ici, il va retourner not a number. Donc on n'est pas obligé de tester la valeur de optional avec un test avec un if. On peut utiliser directement l'interface de optional pour aller plus loin. Dernière chose, et c'est là-dessus qu'on va insister pour ce cours, c'est l'utilisation de la notion d'exception. C'est une quatrième façon de tester les valeurs d'erreur dans votre programme. C'est un mécanisme un petit peu plus complexe que ce que je vous ai montré jusque-là, qui reste, comme vous pouvez le remarquer ici, ce sont des techniques qui sont très locales. Ça veut dire que l'erreur est détectée dans la fonction, elle est retournée, et immédiatement, au niveau de l'appel de la fonction, juste après l'appel de la fonction, on va vérifier l'erreur. Et on est obligé de le faire comme ça, puisque éventuellement, si vous utilisez la valeur de retour avant d'avoir fait le test, vous pouvez propager une erreur dans votre programme. Donc vous êtes obligé de faire un traitement très local, juste après la valeur de l'appel de la fonction, vous êtes obligé de tester cette valeur de retour. De même, pour le cas avec une variable globale, vous êtes obligé de faire le test tout de suite, parce que si vous continuez votre programme sans avoir vérifié que vous avez un code d'erreur, potentiellement, ça va pouvoir propager le problème. Même chose pour optional, vous avez cette valeur de retour que vous allez utiliser finalement assez rapidement. Donc c'est un traitement très local. Ça se fait autour de l'appel de la fonction. Les exceptions, c'est un petit peu différent, puisque l'idée, ça va être de pouvoir signaler le problème. Donc même chose que pour les autres techniques que je vous ai montrées. On va enregistrer le fait qu'il y a eu un problème dans l'exécution de la fonction. Par contre, le mécanisme qui va vous permettre de propager l'information liée à cette erreur va être plus sophistiqué. Donc, comment ça va se passer? En fait, on va déclencher un mécanisme, on va déclencher le mécanisme des exceptions avec un mot-clé particulier. Donc en Java, ça s'appelle throw, dans d'autres langages, ça va être différent. Mais en tout cas, il y a un mot-clé du langage, c'est une fonctionnalité du langage, c'est pas quelque chose qui vient d'une librairie, qui va déclencher ce mécanisme d'exception. Et la particularité de ce mécanisme, c'est qu'il va modifier le flot d'exécution de votre programme. Ça veut dire que le programme ne va pas exécuter les instructions telles qu'il les aurait exécutées s'il n'y avait pas eu d'exception. Qu'est-ce que ça signifie?
Si vous regardez le programme ici qui utilise cette notion d'exception, vous avez l'appel de la fonction qui se trouve ici. Et donc si rien ne se passe, le programme va continuer évidemment avec le système.out qui se trouve ici, faire son affichage et poursuivre après le try catch. Je reviendrai sur le try catch un peu plus loin. Et va continuer ici. Donc la gestion d'erreur n'a pas eu lieu puisqu'il n'y a pas eu d'erreur. Par contre, si une erreur a été identifiée ici et signalée par cette exception avec le throw, l'effet qui va être produit ici, c'est que toutes les instructions qui suivent l'appel de la fonction, en fait, même toutes les instructions qui suivent le throw, vont être ignorées. Donc ça veut dire que quand on rentre dans ce if et qu'on lance l'exception, le return n'aura pas lieu. On va quand même sortir de la fonction, mais le calcul qui se trouve ici n'aura pas lieu. On va arriver après l'appel de la fonction, donc result n'aura pas de valeur particulière. Le système.out.printf ne sera pas exécuté parce que le flow d'exécution a été détourné par l'exception. Et éventuellement, s'il y avait d'autres instructions après celle-ci, elles seraient également ignorées. Et que fait le programme? Alors, le système de gestion des exceptions va rechercher un bloc particulier. Vous pouvez voir ça un petit peu comme une fonction, mais qui a pas de nom, enfin qui a un type un peu spécial. Et il va essayer de retrouver quel est le bloc qui correspond au type de l'erreur qui s'est produite. Vous voyez ici, c'est ce type-là, et là je récupère ce type-là. S'il le trouve, donc s'il trouve un bloc qui correspond, alors il va exécuter les instructions qui se trouvent à l'intérieur. Et quand il a fini, il continue le programme de façon normale. Donc ça veut dire que toute la portion de code qui se trouve juste après le lancement de l'exception et avant le traitement de l'exception va être totalement ignorée. Donc vous vous retrouvez avec une gestion qui n'est plus du tout locale de votre erreur, puisque vous n'êtes pas du tout obligé de traiter l'erreur immédiatement après l'appel de la fonction. Ça peut se faire beaucoup plus loin, puisqu'en plus, le système est fait pour remonter la pile d'appels de vos opérations, de vos fonctions. Donc ici, il est sorti, il est remonté après cet appel de fonction, et si éventuellement il se trouve encore dans une fonction, il pourra en ressortir. Donc on peut traiter le cas bien plus tard. Alors, je rentre un petit peu dans le détail des mécanismes des exceptions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une exception? Le nom, en fait, est lié au fait que ça va servir à traiter des événements exceptionnels. Donc, dans la plupart des cas, ça va vous servir à gérer des erreurs, mais ça peut être étendu pour gérer des cas un petit peu particuliers dans votre programme. C'est-à-dire, on peut utiliser ce mécanisme pour autre chose que des erreurs. La seule chose, c'est que comme c'est un mécanisme qui est un petit peu coûteux, vous voyez, c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre, pas pour le développeur, hein, mais au niveau du système d'exécution. Comme c'est un petit peu coûteux, on n'utilise pas ça n'importe quand. C'est-à-dire que normalement, on utilise les instructions, les structures de contrôle de base du langage, et les exceptions sont réservées à des cas où la gestion locale finalement de la situation n'est pas adaptée. Donc, les exceptions, pas uniquement pour les erreurs, mais dans les cas qui vont nous intéresser ici, on va principalement les utiliser dans le contexte des erreurs. Donc, premier intérêt de ces exceptions, c'est qu'elles vont vous permettre de propager l'information sur l'erreur d'une façon un peu particulière. Deuxième chose, l'exception, comme on est dans un contexte objet, cette notion d'exception va être un objet, et donc va vous permettre d'encapsuler des informations sur l'erreur. Donc non seulement vous allez pouvoir propager cette erreur, mais ensuite, à l'intérieur de l'objet qui sert à propager l'erreur, vous allez avoir des informations sur le problème qui s'est produit. Dernière chose, encore une fois, comme on est dans un contexte objet, on va pouvoir bénéficier de la notion de typage que vous proposent ces langages, à savoir des types définis par l'utilisateur. Donc on va pouvoir créer de nouveaux types d'erreurs. Et finalement, on va pouvoir les adapter à nos besoins. Et puis en plus, on va pouvoir s'appuyer sur le mécanisme d'héritage pour faire éventuellement des hiérarchies d'exceptions qui vont vous permettre de gérer assez finement les erreurs. Donc comment ça se passe? C'est toujours le même système. Vous avez localement, au moment où l'erreur va se produire, vous avez le code qui va vérifier
qui va détecter l'erreur. Donc ça ne change rien. Vous aurez le même code de détection, quel que soit le problème. Si je vous montre, c'est pas ça. Hop. Si je vous montre ici, à chaque fois, quelle que soit la situation, quelle que soit la technique que j'ai choisi d'employer pour signaler l'erreur, la détection de l'erreur, c'est toujours la même. Vous voyez, ici, je vérifie quelle est la valeur du paramètre. Ici, je vérifie quelle est la valeur du paramètre avec un test, avec un if. Donc là, c'est un if, hein, c'est juste une instruction ternaire pour le faire, mais c'est un if quand même. Ici, quand je teste si l'erreur se produit, c'est aussi avec un if. Et ici, c'est pareil. Donc la partie détection de l'erreur n'est pas liée à la technique que vous allez utiliser pour la gérer. La détection va se faire de façon similaire dans toutes ces options. Donc l'action de détecter, c'est la même. Ensuite, on va créer cette exception pour signaler cette erreur. Donc c'est là que les choses changent. Si vous regardez les petits exemples, je ne vais pas revenir dessus une cinquième fois, mais c'est à ce moment-là que vous allez changer la façon dont vous allez signaler l'erreur. Donc pour ce qui est d'une exception, on va lancer une exception. Alors en Java, ça s'appelle lancer avec throw. Dans d'autres langages, ça peut s'appeler lever, raise, vous verrez ce genre de choses si vous faites du C++ par exemple. À partir de là, le flot d'exécution du programme, comme je vous l'ai expliqué, va être modifié. Et le système d'exécution va rechercher une portion de code. Alors, ce n'est pas une fonction, mais ça ressemble, d'un point de vue syntaxique, ça ressemble à une fonction. Il va rechercher une portion de code qui est capable de gérer cette exception. Donc, on appelle ça un gestionnaire d'exception. Et donc, le programme, c'est comme s'il se branchait ailleurs, c'est-à-dire s'il sautait un certain nombre d'instructions pour aller chercher ce gestionnaire d'exception. Comment il va le faire? Il va le faire en remontant la pile d'appels de votre programme. Donc ça, c'est un truc assez classique. Hein. Quand vous commencez un programme, vous le démarrez dans un main, que ce soit en C ou en Java d'ailleurs. C'est votre programme principal. Dans votre programme principal, vous avez des appels de fonction. Dans ces appels de fonction, vous pouvez à nouveau avoir d'autres... c'est une sorte de goto un peu survitaminé. Ouais. Parce que le goto en C est relativement limité. Les exceptions, c'est plus sophistiqué qu'un goto. Mais effectivement, ça va avoir pour effet de brancher, de faire un saut. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en C, il y a une bibliothèque qui s'appelle LongJump, qui est intégrée dans le langage C, qui permet de faire des trucs comme ça. Alors LongJump, c'est très... comment dire? C'est très rudimentaire. Hein. Attendez, je vous montre ça ici. C'est juste un petit fichier d'entête. Voilà. Donc la fonction, le long jump, set jump, long jump en C, c'est un goto ultra puissant, bon, qui permet aussi de faire n'importe quoi, hein, donc il faut faire attention. Vous avez une bibliothèque ici qui vous permet d'utiliser ces deux fonctions en C, donc quand vous utilisez cette entête-là, vous allez pouvoir le faire. Vous préparez votre programme, ça veut dire que vous allez préciser où est-ce qu'on peut sauter. Et une fois que vous avez, quand vous exécutez votre programme dans une fonction particulière, vous allez pouvoir utiliser cette fonction long jump pour aller vous brancher justement là où vous aviez enregistré la position précédemment. Donc c'est un peu ce truc-là, c'est un développement de cette notion-là, sauf que là, c'est évidemment en C, c'est très bas niveau, c'est-à-dire vous gérez tout à la main. En Java, c'est vraiment un mécanisme supplémentaire qui est introduit dans le langage. Donc si je devais le rapprocher de quelque chose, ce ne serait pas le goto, ce serait plutôt cette notion de long jump. Donc l'exception va rechercher dans la pile d'appels, donc il va remonter de la fonction où vous êtes à la fonction appelante, puis à la fonction appelante, puis encore à la fonction appelante, jusqu'éventuellement à remonter jusqu'au main. Et dans chacune de ces fonctions, on va regarder s'il y a un gestionnaire d'exception adapté. Donc on parle de exception handler,
qui va vous permettre de gérer l'exception qui a été levée en fonction de son type. Donc la particularité, c'est que c'est pour ça que ça ressemble un peu à une fonction, c'est qu'à chaque gestionnaire d'exception, vous allez avoir un ou plusieurs types d'exceptions qui vont pouvoir être gérés par ce gestionnaire, et c'est ce gestionnaire-là qui va être choisi par le système d'exécution. Si jamais il n'y en a pas, donc si aucun gestionnaire d'exception n'est trouvé, ça veut dire que cette erreur-là n'est pas gérée dans le programme, et donc le programme va être tout simplement stoppé. Encore une fois, c'est pour ne pas laisser propager une erreur qui pourrait avoir des conséquences plus graves dans votre programme. Le choix qui est fait par le système d'exécution, c'est d'arrêter tout simplement le programme. Oui, ça c'est pas très important. C'est plutôt des techniques un peu avancées. Une exception, vous pouvez la traiter en plusieurs morceaux. Alors c'est pour ça que j'ai dit qu'elle peut être redéclenchée. Il y a une syntaxe particulière dans chaque langage pour faire ça. Éventuellement, l'exception, vous ne pouvez pas la traiter complètement à un moment donné, mais vous allez vouloir en traiter une partie quand même. Donc vous allez créer un gestionnaire d'exception qui va traiter l'erreur partiellement. Et puis comme vous n'avez pas fini de traiter l'erreur, vous allez relancer cette même exception, vous allez redéclencher cette exception qui va continuer de se propager pour avoir un traitement plus complet ailleurs dans le programme. Donc ça c'est un mécanisme intéressant aussi des exceptions. Alors pour ce qui est de, oui, le fait que vous ayez, alors ça se paraît sans exemple, ça va être compliqué, le fait que vous ayez des hiérarchies dans les types d'exceptions fait qu'éventuellement vous allez avoir des types qui vont, des types parents, qui vont être d'un plus générique que le type exception que vous avez lancé. Et donc ces gestionnaires-là vont être adaptés pour gérer aussi les sous-types d'exception. Donc, dans ce cas-là, l'ordre dans lequel vous allez mettre vos gestionnaires d'exception va avoir de l'importance. Je vous montrerai plus tard sur un exemple. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, souvent, les intérêts que vous avez là, les avantages que vous avez là, sont aussi des inconvénients, selon le point de vue et selon ce que vous voulez faire. Donc, la première chose, c'est que vous allez pouvoir séparer de façon beaucoup plus claire le code de votre application du code de gestion d'erreur. Ça veut dire que vous n'allez pas vous retrouver avec plein de if qui polluent entre guillemets votre programme, alors qu'ils sont simplement destinés à vérifier les cas d'erreur. Donc ce sera plus facile de lire le code et de voir comment s'enchaîne le flot d'exécution habituel de votre programme. Donc ça c'est intéressant. Le deuxième chose qui est pratique, c'est que justement vous ne gérez pas la propagation de cette erreur, c'est automatiquement assuré par le système d'exécution de votre langage. Ce qui veut dire que finalement, vous ne gérez rien. Vous avez juste à mettre vos gestionnaires d'exception au bon endroit. Dernière chose, le typage des erreurs, qui utilise justement des classes, des objets, donc des types représentés par des classes, va vous permettre de éventuellement regrouper ensemble des exceptions qui vont être d'un type proche et d'encapsuler à l'intérieur de cette exception un certain nombre d'informations qui vont décrire l'erreur. Alors même si les exceptions c'est un outil puissant, ça ne va pas changer le fait que la gestion d'erreur c'est un petit peu compliqué et donc il faut en tenir compte assez tôt dans la conception de votre application. Les inconvénients, c'est un petit peu le pendant de ce que je vous ai présenté juste avant, à savoir le fait que vous ayez le code de gestion d'erreur qui est séparé. Donc c'est très bien parce que vous voyez clairement ce que le programme fait dans le cas normal. Ça a un inconvénient, c'est que vous ne savez pas trop où sont gérées les erreurs. Vous êtes obligé, vous aussi, quand vous écrivez, quand vous modifiez votre programme, d'aller retrouver à quel endroit l'exception en question va être traitée. Donc c'est pas forcément évident parce que potentiellement ça peut être vraiment dans un autre module de votre programme. Deuxième chose, le mécanisme de propagation qui est certes très pratique et aussi pénalisant en termes de performance au niveau de votre programme. Comme c'est un mécanisme que vous ne contrôlez pas vraiment, enfin c'est le système d'exécution qui vous l'offre, vous avez peu de contrôle sur quel va être le coût d'utiliser ce mécanisme. Ça veut dire que si vous êtes dans un programme où vous avez besoin de performances élevées,
les exceptions, c'est peut-être pas forcément le bon choix pour la gestion d'erreurs. Ça va rajouter un coût supplémentaire. Et puis, bon, évidemment, comme le code d'erreur n'est pas au même endroit, ça peut avoir des effets un peu complexes, c'est-à-dire par exemple pour le débugage, quand vous avez des exceptions qui sont relancées à partir d'autres gestionnaires d'exceptions, ça peut être difficile de suivre le flot d'exécution de votre programme. Donc, en résumé, ce qu'il faut dire, c'est que ça vous offre un outil supplémentaire, mais encore une fois, c'est ce que je vous dis depuis le début, hein. Les concepts objets, c'est pas quelque chose qu'il faut forcément utiliser dans son ensemble à un moment donné, c'est plus par rapport à un problème qui vous est posé, vous choisissez parmi votre boîte à outils de développeur quels sont les concepts qui vont vous servir à représenter la situation qui vous est posée. Les exceptions, c'est exactement la même chose. Je vous ai présenté 4 façons de gérer des erreurs. Vous allez utiliser celle qui est la plus adaptée pour votre contexte. Il n'y a pas de raison, par exemple, si vous savez gérer localement le problème, c'est-à-dire typiquement dans le cas où vous avez une fonction qui retourne quelque chose, par exemple vous ne l'écrivez pas, cette fonction elle existe, elle retourne une erreur d'une certaine façon, et vous savez gérer cette erreur localement, c'est-à-dire que vous savez quoi faire en réaction à cette erreur. Dans ce cas-là, vous n'avez aucun intérêt à utiliser une exception. Vous allez mettre un if, vous allez vérifier si on est dans le cas où l'erreur se produit, et vous allez traiter le problème localement. Donc c'est peu coûteux, et vous allez régler immédiatement la question. Les exceptions, ça va plutôt vous servir dans une situation où vous avez détecté une erreur, vous ne savez pas comment la gérer au moment où vous en êtes dans votre programme, dans la fonction où vous êtes, vous ne savez pas gérer cette erreur, et vous avez envie de la faire remonter jusqu'à un endroit où ce sera plus facile de la gérer. Dans ce cas-là, c'est plutôt vers les exceptions que vous allez vous tourner. Mais ce n'est pas un outil automatique. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah tiens, je vais gérer une erreur, je vais mettre une exception ». C'est dans votre boîte à outils, vous avez plusieurs façons de gérer les erreurs, et les exceptions en font partie. Alors en Java, à quoi ça ressemble ? Alors il y a des choses un petit peu bizarres en Java, ça a des explications, mais c'est quand même un peu étrange quand vous l'écrivez. C'est qu'il y a plusieurs catégories d'exceptions. Et notamment, il y a un choix qui a été fait de couper en deux parties des exceptions qu'on appelle non vérifiées, unchecked, et des exceptions qui vont être vérifiées. La première catégorie est en général réservée à des choses qui sont détectées par le système. Donc c'est un ensemble d'exceptions particuliers qui sont générées par le système d'exécution et que vous n'avez pas vraiment, vous pouvez les traiter, mais vous n'avez pas vraiment besoin de les traiter la plupart du temps, sauf certaines quand même. Ce qui veut dire que le compilateur ne va pas vous imposer de traiter ces exceptions-là. À l'inverse, dans la deuxième catégorie, qui s'appelle les exceptions contrôlées ou vérifiées, c'est une exception qui va être lancée plutôt à l'initiative du développeur, et ces exceptions-là, le compilateur va vérifier que vous les traitez. Donc la façon dont vous allez, les contraintes que vous avez sur ces exceptions ne sont pas tout à fait les mêmes. En termes techniques, une exception, je vais vous montrer directement là, la racine, donc, comme dans tout ce qui est fait en Java, les exceptions sont des objets. Donc, tout ce que vous allez lancer avec le mot-clé throw que je vais vous montrer tout à l'heure, ce sont des objets. Donc vous allez créer des objets. Et la particularité des classes qui représentent ces objets, c'est que ce sont des sous-classes d'une classe particulière de la bibliothèque qui s'appelle throwable. Donc ce qui est lançable, si vous voulez, dans votre programme. Et cette classe possède un certain nombre d'opérations que vous allez retrouver évidemment sur toutes les exceptions, puisque n'importe quelle exception sera une sous-classe de cette classe-là. Une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez choisi la classe en question, quand dans une méthode vous allez utiliser une exception, soit parce que vous allez appeler une autre méthode
qui renvoie une exception, soit parce que vous allez lancer une exception vous-même à partir de cette méthode, le compilateur va vous contraindre un petit peu. Si vous êtes dans le cas où vous avez justement des exceptions contrôlées, donc la catégorie d'exceptions contrôlées, vous allez forcément devoir vous occuper de cette exception. Donc, et pour s'en occuper, il y a deux façons de faire. Soit vous allez devoir localement fournir un gestionnaire d'exception, vous allez préciser, vous allez traiter l'erreur en fait. Soit vous allez devoir modifier la signature de la fonction pour signaler qu'éventuellement une exception peut être lancée, enfin peut sortir de votre fonction. Donc ça c'est un peu contraignant, c'est un choix un peu particulier à Java, ça, c'est pas fait dans d'autres langages, et c'est assez discutable même. Mais bon, c'est comme ça, il faut en passer par là. Si vous êtes dans le cas des exceptions non contrôlées, donc unchecked exception, dans ce cas-là, vous avez moins de contraintes et vous ne serez pas obligé de gérer en fait ces exceptions-là. Ça veut dire que si vous les ignorez, le système va quand même fonctionner tout seul et il les propagera sans que vous ayez besoin de préciser quoi que ce soit. Comment on fait pour traiter une exception ? Donc vous allez vous retrouver avec une structure, il y a trois nouveaux mots-clés qui vont être utilisés dans ce contexte-là. Il y a un premier qui va gouverner la séquence d'instructions qui peuvent lancer une exception. Donc c'est un bloc de code particulier qui s'appelle try. Donc à l'intérieur de ce bloc de code, vous avez les instructions, on va dire, normales de votre programme, c'est-à-dire ce qui est exécuté quand il n'y a pas d'erreur. Par contre, dans cette partie de code-là, des erreurs peuvent se produire, des erreurs qui seront représentées par des exceptions. Si c'est le cas, on va se retrouver derrière ce bloc try à avoir un ensemble de blocs catch, qui sont introduits par le mot-clé catch, et qui vont représenter les différents gestionnaires d'exceptions pour chacun des cas d'erreur possibles, donc chacune des types d'erreurs, séquences d'instructions gouvernées par le try. Donc évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où l'exception a été lancée, toute la fin du bloc try sera ignorée, et le système va essayer de rechercher parmi les blocs catch le gestionnaire d'exception qui va être approprié. Une fois que ça c'est fait, normalement le système va sauter à la fin, après l'ensemble des blocs catch, pour continuer. Mais toutefois, il peut arriver qu'on ait du code que l'on veut exécuter dans tous les cas, c'est-à-dire dans le cas où il y a eu une exception, et également dans le cas où il n'y en a pas eu, c'est-à-dire dans tous les cas. Pour faire ça, on peut utiliser, notamment c'est quand on a besoin de remettre le programme dans un état cohérent, on a vraiment besoin que ces instructions-là soient exécutées. Donc pour faire ça, on va utiliser un bloc particulier qui s'appelle finally, qui se trouve à la fin de ce bloc try et de ces blocs catch, et le système nous garantit que ce bloc-là sera toujours exécuté. Donc quand vous avez des traitements d'exception, ça c'est optionnel, donc vous avez toujours un bloc try qui englobe l'ensemble des instructions qui peut lever une exception. Ensuite, vous avez un ou plusieurs blocs catch qui traitent les erreurs en question, et éventuellement, vous avez un bloc finally qui va vous permettre de vous assurer que ce que vous mettez à l'intérieur sera toujours exécuté. Donc le bloc try, il n'y a rien de spécial à en dire, c'est un mot-clé particulier qui s'appelle try, qui est suivi par un bloc de code. Donc ça, c'est tout simple. Et c'est à l'intérieur de ce bloc que vous allez trouver le code qui peut éventuellement lever une exception. Associé à ce mot-clé try, vous allez avoir des gestionnaires d'exception. Les gestionnaires d'exception sont représentés par un autre mot-clé qui s'appelle catch, dont la syntaxe en fait ressemble à un appel de fonction. Vous voyez, vous avez catch, donc là vous n'avez pas de nom de fonction, c'est catch qui fait office de ce nom de fonction. Par contre, vous avez une liste là, qui est en fait le type de l'exception qui va être capturée par ce bloc catch. Justement, à l'intérieur de ces parenthèses qui suivent le bloc catch, vous allez définir, c'est en ça que ça ressemble à une fonction, puisque vous allez avoir le type de l'exception et le nom de la référence, de la variable référence, qui va pointer sur cette exception. Encore une fois, une exception
c'est une instance d'une classe. Donc le type, ça sera le nom de la classe qui représente cette exception. Et comme ce que l'on va lancer, c'est un objet, la variable va vous permettre de manipuler cet objet à l'intérieur des instructions de votre bloc catch. Donc vous récupérez, c'est comme, encore une fois, comme un appel de fonction. Quand vous êtes à l'intérieur de ce bloc catch, vous avez reçu en paramètre une référence sur l'exception qui a été lancée. Et l'exception, elle est du type qui est précisé aussi dans le bloc catch. Du coup, vous avez accès à l'ensemble des opérations qui sont définies sur cette, sur cette exception. Oui, éventuellement, un bloc catch peut traiter, donc si vous mettez un type précis ici, bah, il va traiter évidemment toute exception qui serait de ce type-là. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des blocs catch qui vont traiter un ensemble d'exceptions. Comment on va faire ça? Bah, soit le type en question que vous allez mettre en paramètre du bloc catch, c'est une super classe. Par exemple, si vous mettez throwable ici, pardon, la superclasse de toutes les classes d'exception, votre bloc catch va traiter toutes les exceptions possibles. Puisque, de toute façon, quel que soit le type précis de l'exception, il sera un sous-type de throwable. Donc si vous faites un catch throwable, vous allez tout récupérer. Donc ça, c'est une première façon. En utilisant une superclasse, vous allez écrire un gestionnaire d'exception qui va pouvoir traiter différents types d'exceptions, le type précisé et tous ses sous-types. Une deuxième façon, c'est qu'il y a une syntaxe particulière avec une barre verticale là, qui représente le ou en Java, où vous allez pouvoir préciser différents types séparés par cette barre verticale. Dans ce cas-là, les types que vous mettez là sont ne sont éventuellement pas reliés par une relation d'héritage. Ce sont des types différents. Mais vous allez pouvoir capturer avec ce catch-là n'importe lequel de ces types d'exceptions. C'est généralement quand on a fait le même traitement pour plusieurs types d'exceptions qu'on va utiliser ça. Et donc la variable qui se trouve là va être de l'un de ces trois types au moment où vous la récupérez. Enfin, le bloc finally, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un bloc de code qui sera, si ce n'est qui sera exécuté tout le temps, soit dans le cas où il y a eu une exception, soit dans le cas où il n'y en a pas eu. Donc dans tous les cas, il sera exécuté. Et vous allez regrouper là-dedans les instructions que vous voulez voir exécuter systématiquement. Souvent, c'est pour nettoyer l'état du programme, c'est-à-dire remettre le programme dans un état cohérent suite à une erreur. Et donc, les instructions qu'on veut absolument voir exécuter, on va les mettre là. Alors, un exemple. Je définis une classe qui représente une pile de nombres, donc je vais pouvoir poser des choses sur le dessus de la pile et récupérer des choses sur le dessus de la pile. Donc je crée une pile qui fait 2 éléments, donc avec 2 places, et je vais empiler 3 éléments. Vous voyez, il y a 3 appels de la fonction empiler. Ce qui va évidemment, alors évidemment c'est pas une pile très maligne, dès qu'elle est pleine, c'est un cas d'erreur. Quand on essaye d'empiler sur une pile pleine, elle ne va pas s'agrandir automatiquement, elle va signaler l'erreur. Et l'erreur va être signalée avec une exception particulière. Donc j'ai défini une hiérarchie d'exceptions qui utilise différents types d'exceptions et j'ai écrit les gestionnaires d'exceptions pour les gérer. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc ça, c'est ce qui va être gouverné par le bloc try. L'ensemble des instructions qui se trouvent à l'intérieur ici de ce bloc try peuvent générer une exception, peuvent lancer une exception. Quand je vais empiler les 2 premiers éléments, tout va bien se passer et ma pile va grandir et va stocker mes 2 éléments. Quand je vais essayer d'empiler le 3e, ça va dépasser la capacité de la pile et le programme va s'interrompre, ou plus exactement, il y a une exception qui va être lancée, qui va être propagée. Autrement dit, ces 2 instructions-là, celle-ci et la suivante, ne seront jamais exécutées. Et le système va chercher un gestionnaire d'exception qui est capable de traiter cette erreur-là. Donc il va remonter, donc l'exception va être de type pile pleine, il va arriver ici, pile vide, non c'est pas bon, pile vide c'est pas le type d'exception qui a été détecté ici, donc il continue,
Et ça, c'est une exception plus générale, qui s'appelle pile exception. Donc il va dire, bah oui, pile exception, c'est adapté pour gérer les exceptions de type pile pleine, donc je vais exécuter ce code, et ensuite je continue après les instructions qui sont gouvernées par le bloc try. Voilà le fonctionnement des try-catch quand vous avez des exceptions. Ouais, ça c'est un peu compliqué pour tout de suite, j'y reviendrai peut-être quand je parlerai des fichiers. Je fais l'impasse là-dessus pour l'instant. Au niveau, donc une fois qu'on a vu comment on pouvait gérer les exceptions au niveau du programme, il faut voir comment on va pouvoir les signaler au niveau de la fonction dans laquelle l'erreur se produit. Donc la première chose, c'est que quand vous ne traitez pas une exception au niveau d'une fonction, vous êtes obligé de signaler l'exception en question dans la signature de la fonction. Ça, c'est une contrainte que vous impose le langage Java, qui n'est pas très pratique, mais qui a été définie comme ça. Donc ça veut dire que chaque fois que vous avez une méthode, que cette méthode peut lancer une exception, vous êtes obligé de spécifier, de signaler que cette méthode peut le faire. Et ça, on va le faire avec un mot-clé nouveau qui s'appelle throws. Alors ne confondez pas throws et throw. On verra tout à l'heure. Voilà. Quand vous allez lancer une exception, vous allez utiliser throw. Quand vous allez signaler qu'une méthode peut lancer une exception, vous allez utiliser throws. Donc ça s'utilise dans la signature de la méthode, de l'opération. Et derrière, vous allez préciser quels sont les types d'exceptions qui peuvent être lancés par cette méthode. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, si je continue mon exemple de la pile que je vous ai montré tout à l'heure avec le try-catch, cette fois-ci, je vais avoir deux opérations. Une opération qui s'appelle empile, une opération qui s'appelle dépile. Empile peut envoyer, si vous tentez d'empiler sur une pile qui est déjà pleine, elle va lever une exception, lancer une exception qui s'appelle pile pleine exception. Donc vous allez vous retrouver à étendre la signature de votre fonction avec cette instruction throws. Et de même pour des piles, cette fois-ci le type change. Ici vous aviez pile pleine, là vous avez un nouveau type qui s'appelle pile vide exception, mais que vous êtes obligé de signaler également avec throws. Donc dans les deux cas, vous allez modifier la signature de votre méthode pour préciser le type d'exception qui peut être lancé dans cette fonction. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir lancer votre exception à l'intérieur de votre opération. Le mot-clé qui est utilisé pour ça s'appelle throw. Et ce que je vous ai dit depuis le départ, c'est qu'en fait, une exception, c'est ni plus ni moins qu'un objet. Donc, il va y avoir deux parties dans le lancement de l'exception. Le throw qui va vous permettre de lancer cette exception, c'est l'instruction qui va faire l'action de lancer l'exception. Et ce mot-clé-là prend en paramètre, en quelque sorte, un objet. Donc ça, c'est l'objet qui va représenter l'exception. Cet objet-là, il n'a rien de spécial, enfin si ce n'est que son type doit hériter de throwable, mais c'est un objet tout à fait normal. Ça veut dire que quand vous allez le créer, vous allez le créer avec new. Le nom du type de l'objet va suivre le new. Pardon. Et éventuellement, ici, vous allez appeler un constructeur. Donc éventuellement, là, vous pouvez avoir des paramètres qui vont préciser quelle information vous allez transmettre au constructeur pour construire l'objet. Donc rappelez-vous, quand vous lancez une exception, il y a un mot-clé particulier et derrière il y a un objet. Et cet objet, généralement, on le crée à la volée au moment où on lance l'exception. Donc on a un new, le nom d'une classe et des paramètres du constructeur. Mais on pourrait tout à fait avoir créé ça précédemment, l'avoir mis dans une variable et ensuite faire un throw de cette variable. L'important, c'est que vous avez throw suivi d'un objet. Donc, si je vous donne le code des deux fonctions, des deux opérations empilées et dépilées pour la pile, donc on se retrouve à avoir évidemment le code local de détection du cas d'erreur.
Donc ça, c'est quelque chose de... Peu importe, encore une fois, peu importe la technique que vous allez choisir pour gérer les erreurs, vous aurez systématiquement ce code-là, puisque c'est celui qui permet de détecter que l'erreur s'est produite. Une fois que vous avez fait ça, vous décidez, donc on a décidé ici de gérer ça avec des exceptions. Donc on va se retrouver avec le mot-clé throw pour lancer l'exception, et derrière on doit préciser l'objet qui va représenter cette exception. J'ai créé une classe particulière pour faire ça, que je vous montrerai tout à l'heure, qui s'appelle pile-pleine-exception, et donc je fais un new pile-pleine-exception avec les parenthèses, puisque c'est un appel de constructeur. Donc ça va me permettre de créer l'objet de type pile-pleine-exception, et de le lancer comme une exception. Pour dépile, je fais exactement la même chose, si ce n'est qu'évidemment le type de l'exception a changé, puisque là c'est pile vide, c'est-à-dire c'est le cas où j'essaye de dépiler alors que la pile est déjà vide. Dans ma fonction, dès que j'ai fait mon throw, la suite, j'ai pas besoin de faire un return ou quoi que ce soit, puisqu'en fait la suite de ce qui se passe va être totalement ignorée. Donc que ce soit ici ou là, dans les deux cas, la fin de l'instruction qui se trouve là ou le return qui se trouve ici, dans le cas où il y a eu une erreur, ils ne seront jamais exécutés. Donc là, l'exception va sortir de cette fonction. Encore une fois, le fait que je lance une exception ici m'oblige à mettre un throws ici pour le préciser. Encore une fois, j'insiste bien, le lancement d'exception avec throw, signaler qu'une opération peut envoyer une exception, ça se fait avec throws avec un S. Donc vous ne vous trompez pas, de toute façon le compilateur va vous le dire, mais vous ne cherchez pas 3 heures l'erreur, c'est pas le même mot-clé tout simplement. Et donc ça signale que quand vous utilisez dépile ou empile dans un programme, il va vous falloir traiter cette notion d'exception. Throwable, donc qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi les classes d'exception sont toutes issues de Throwable? Parce qu'à l'intérieur de Throwable, vous allez déjà avoir une petite implémentation de gestion d'erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, de base, Throwable va mémoriser un certain nombre d'informations sur le contexte de l'erreur. En particulier, au moment où Throwable est créé, au moment où l'objet est créé de type Throwable, la pile d'exécution, au moment où l'instance a été créée, va être enregistrée. Ça veut dire qu'il sait toujours à quel niveau d'appel de fonction vous vous trouvez au moment où l'exception a été lancée. Deuxième chose, vous allez pouvoir... Alors, je vais vous montrer directement sur la classe, ce sera plus simple. Vous voyez, le constructeur de Throwable prend différentes formes. Alors, le plus simple, évidemment, vous n'avez pas de paramètres du tout, mais vous voyez que vous allez pouvoir, dans tous les cas, si vous le souhaitez, préciser l'erreur sous la forme d'un message. Donc, vous allez pouvoir créer un message d'erreur spécifique, qu'ensuite, évidemment, au moment du gestionnaire d'exception, vous allez pouvoir récupérer ce message. Ça, c'est la première chose, et vous le retrouvez dans les différents constructeurs. Deuxième chose que vous allez pouvoir signaler la cause de l'erreur. Alors ça, c'est une construction un petit peu plus compliquée, qui va être utilisée dans des contextes où vous voulez représenter l'erreur à différents niveaux d'abstraction. Je m'explique, enfin, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais je m'explique quand même. Vous avez une erreur de très bas niveau qui se produit, qui génère une erreur dans un programme. Donc, par exemple, vous avez une interface graphique, l'utilisateur ouvre un fichier avec l'interface graphique, donc vous avez la fenêtre qui apparaît pour choisir le fichier, il choisit le fichier et il l'ouvre, et il se trouve que ce fichier, il n'est pas du bon format pour votre programme. Donc l'erreur qui va se produire, la première, c'est une erreur de très bas niveau. Vous allez faire une tentative d'ouverture de fichier, et soit au moment de l'ouverture, soit au moment où vous allez commencer à lire ce qui se trouve dans le fichier, vous allez avoir une erreur d'entrée-sortie. Donc c'est une erreur de très très bas niveau. Le problème, c'est que si vous dites à l'utilisateur, et il y a certains programmes qui le font, voilà, il y a une erreur d'entrée-sortie, ou si vous lui affichez un message totalement abscon sur la raison de l'erreur, il ne va pas comprendre. Et donc il ne saura pas quoi faire par rapport à cette erreur-là. Donc ce n'est pas une bonne pratique de faire remonter à l'utilisateur final des erreurs de bas niveau.
Donc ce qu'on fait en général dans ces cas-là, c'est on va traiter l'erreur plus ou moins localement. Donc, vous allez générer une exception qui va représenter une erreur de bas niveau. Cette exception sera traitée dans un gestionnaire d'exception. En général, elle sera traitée partiellement. Et dans ce gestionnaire d'exception, on va créer une nouvelle exception qui va être d'un niveau un peu plus parlant, on va dire, pour l'utilisateur final, qui permettra par exemple de lui retourner un message en lui disant le format du fichier est inadapté. Donc il n'a pas un message qui dit erreur d'entrée-sortie, il a un message qui va lui dire le type de fichier n'est pas le bon, essayez format machin. Seulement, pour ce qui est du développeur, ou de la personne qui va débugger le programme par la suite, elle a besoin d'avoir le détail sur l'erreur la plus bas niveau. Donc ce qu'on va faire, c'est quand on va créer la nouvelle exception, c'est-à-dire celle de plus haut niveau qui va peut-être remonter jusqu'à l'utilisateur, on va encapsuler à l'intérieur de cette exception de haut niveau l'exception de bas niveau. Donc de cette façon-là, on va pouvoir chaîner des exceptions qui se sont produites, éventuellement avec plus de niveaux que ce que je vous ai décrit, de façon à encapsuler à l'intérieur d'exceptions de plus haut niveau des exceptions de bas niveau. Et si on le souhaite, donc en gros, si vous voulez dire quelque chose à l'utilisateur final, vous allez juste considérer l'exception de plus haut niveau. Par contre, si vous voulez débugger l'erreur qui s'est produite, vous allez pouvoir, en interrogeant l'exception de haut niveau, redescendre petit à petit à l'exception la plus précise et la plus fine dans votre programme. Donc, deux choses sont automatiquement gérées par Throwable, le message d'erreur et le fait de pouvoir embarquer dans une exception, une autre exception qui représente la cause de la seconde. Autrement dit, c'est comme ça qu'on va traiter des erreurs à différents niveaux de votre programme. Au plus bas niveau, on va faire ce qu'on peut. Et puis, puisqu'on ne peut pas tout gérer, on va relancer une exception d'un peu plus haut niveau qui éventuellement sera traitée un peu plus loin, partiellement encore, et qui peut être relancée pour être traitée enfin complètement au niveau de l'utilisateur final, par exemple en affichant un message. Et bien sûr, on va trouver au niveau de Throwable les méthodes qui vont vous permettre de gérer ça. Donc ça veut dire que quand vous récupérez dans votre gestionnaire d'exception, dans votre bloc catch, l'exception en question, vous allez pouvoir par exemple récupérer le message en question, donc le message que vous aviez stocké au niveau du constructeur quand vous avez créé l'exception, mais vous allez aussi pouvoir consulter la pile d'appel de votre programme, l'afficher, ou alors récupérer la cause que vous avez encapsulée dans votre programme. Donc vous voyez, à l'intérieur de Throwable, c'est une classe évidemment, vous avez une implémentation d'un certain nombre de fonctionnalités qui vont vous permettre de gérer des erreurs et que vous allez pouvoir enrichir dans votre programme en faisant des sous-classes, bien sûr, de cette classe d'erreur. Bon, je ne reviens pas là-dessus, c'est juste, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est ce que contient Throwable dans votre programme. Alors, les exceptions, comme c'est le moyen privilégié en Java pour gérer les erreurs, évidemment, dans la bibliothèque standard Java, vous avez déjà un ensemble d'exceptions qui sont utilisées. Alors, je suppose que vous avez déjà eu affaire à certaines d'entre elles, peut-être notamment null pointer exception qui apparaît ici. Si vous avez par exemple utilisé déjà un tableau avant de l'avoir alloué ou un objet avant de l'avoir fait un new sur cet objet-là, vous avez déjà dû avoir ce genre d'exception qui apparaît sur le terminal quand vous lancez votre programme ou à l'intérieur de l'interface de votre IDE. Mais cette exception, ça n'est qu'une parmi de nombreuses exceptions qui représentent les erreurs en Java. Et donc vous avez toute une hiérarchie qui vous permet de représenter ça. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous avez tout en haut de la hiérarchie, vous avez Throwable. Ensuite, vous avez deux grandes familles d'erreurs. Vous avez ce qui est classé comme erreur, comme sous-classe de erreur, qu'en général vous ne traitez pas vous-même. Ce sont des erreurs liées vraiment à la machine virtuelle Java. Vous voyez, il y a un problème de machine virtuelle, dépassement de pile, vous avez des erreurs quand vous n'avez plus de mémoire parce que vous avez fait trop d'allocations. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de traiter.
que vous pouvez traiter, mais qu'en général, de toute façon, dans votre programme, vous n'y pouvez pas grand-chose. C'est compliqué de réagir à ce genre d'erreur à l'intérieur de votre programme. Donc la plupart du temps, on ne les traite pas. Ensuite, comme sous-classe de exception, il y a une famille de classes particulières qui sont des sous-classes de runtime exception. Ça, c'est pareil, ce sont des exceptions que vous n'avez pas besoin de traiter, que le compilateur ne vous oblige pas à traiter. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai appelé les exceptions non vérifiées, unchecked exception. C'est toute cette famille-là qui fait partie de cet ensemble d'exceptions qu'on appelle unchecked exception. Donc ça veut dire que quand ça se produit, vous pouvez les gérer, bien évidemment, mais vous n'êtes pas obligé de les gérer. C'est là que vous allez trouver donc, le fameux null pointer exception quand vous utilisez une référence qui n'est pas correctement initialisée. Et vous allez trouver aussi les dépassements de tableau, par exemple, quand vous essayez d'accéder à une case qui ne fait pas partie de votre tableau. Et puis, tout le reste, tout ce qui est sous exception, mais qui n'est pas sous runtime exception, ça fait partie justement des exceptions vérifiées, c'est-à-dire ce que vous devez spécifier et traiter à l'intérieur de votre programme. Et c'est là que vous allez rajouter la plupart du temps vos propres exceptions. Et donc, bien évidemment, dans la bibliothèque Java, il y en a déjà un certain nombre qui sont définis ici. Donc, quand vous allez vouloir créer quand vous allez créer un programme et que vous allez vouloir faire de la gestion d'erreurs, la première chose que vous allez faire, c'est de décider, après avoir évidemment identifié qui allait lancer une exception, vous allez devoir choisir le type qui va représenter l'exception en question. Donc choisir la classe qui va signaler, qui va vous permettre de documenter l'erreur qui s'est produite. Donc, dans mes exemples, j'ai créé une classe particulière, enfin même plusieurs, pour représenter le problème de la pile. Il faut que je remonte vraiment très haut, mais j'ai créé des classes particulières pour faire cela. Vous avez besoin de décider, vous, à ce moment-là, quand vous voulez faire de nouvelles, quand vous voulez gérer une erreur, décider si vous allez avoir besoin de créer une nouvelle classe pour le faire, ou alors utiliser une classe existante. Parce que, bien évidemment, en regardant dans la bibliothèque Java, vous allez voir que le nombre de classes, je peux vous montrer sur Throwable, le nombre de classes qui sont des sous-classes de Throwable est très important. Si je regarde par exemple exception, vous voyez, la liste ici est assez longue, et celles-là sont les sous-classes directes. Ça veut dire que quand vous allez sur l'une de ces exceptions, potentiellement, vous avez encore d'autres exceptions qui vont être utilisées. De nouvelles exceptions que vous allez aussi pouvoir utiliser. Donc, il faut d'abord regarder si dans la bibliothèque, il n'y a pas quelque chose qui représente le cas d'erreur qui vous intéresse. Une fois que vous avez fait ça, si vous ne trouvez pas, vous allez décider de créer vous-même une nouvelle classe d'exception qui va représenter votre erreur plus spécifique. Et quand vous faites ça, il faut décider à quel endroit vous allez l'accrocher dans la hiérarchie, puisque en Java, vous n'avez pas le choix de créer des classes qui n'ont pas de superclasse. Et en plus, si vous voulez l'utiliser comme exception, il faut forcément que ce soit une sous-classe de Throwable. Donc vous allez regarder à quel endroit de la hiérarchie vous allez la connecter. La plupart du temps, on la connecte à exception. C'est celle qui est la plus, on va dire, qui représente le mieux ce genre de cas, mais on peut avoir besoin de l'accrocher ailleurs. Éventuellement sous runtime exception, ou alors plus souvent sous une classe un peu plus spécialisée qui va représenter un peu mieux votre cas d'erreur. Ce que j'ai fait par exemple pour la pile, pour les petits exemples que je vous ai montrés, c'est que j'ai créé une hiérarchie. Alors c'est très exagéré pour ce que j'avais à faire, hein. On est bien d'accord, c'est pour l'exemple que j'ai fait ça, mais en termes de conception, c'est de la surconception. On ne va pas faire 3 exceptions pour gérer le cas d'une pile telle que je l'ai fait, d'autant qu'on va trouver dans la bibliothèque des choses qui sont plus pratiques à manipuler. Mais pour vous montrer, j'ai fait ça. Donc j'ai créé 3 nouvelles classes qui vont représenter les cas d'erreur possibles pour la pile. Donc j'ai créé d'abord une classe générale qui s'appelle pile exception, qui va regrouper toutes les erreurs que peut lancer la classe en question. En dessous de ces 2 exceptions, j'en ai créé 2
qui vont préciser le cas d'erreur. Donc une pour le cas où la pile est vide, une pour le cas où la pile est pleine. Et donc cette hiérarchie-là que j'ai rajoutée dans mon programme, il faut que je la connecte quelque part en dessous de throwable. Et l'endroit le plus commun où on raccroche les hiérarchies d'exception, c'est en dessous de exception justement, qui fait partie de la bibliothèque Java. Au final, on se retrouve avec une classe qui s'appelle pileException, qui est une sous-classe de exception. J'ai rien fait de spécial à l'intérieur de cette classe, puisque déjà le fait que son type existe, ça va me permettre de créer des gestionnaires d'exception adaptés à ce type, donc qui vont déjà me permettre de créer des gestionnaires d'exception adaptés. Et tout ce que je fais, c'est que je définis un constructeur qui va simplement faire passer un message à la superclasse. Donc rien de spécial dans cette classe exception. Et dans les sous-classes, je fais la même chose. Donc évidemment, je crée pile vide comme sous-classe de pile exception, c'est ce que je vous ai dit sur mon schéma. Et la seule chose que je fais ici, c'est que je redéfinis le constructeur pour qu'il fixe un message d'erreur particulier. Donc dans le cas où la pile est vide, le message c'est la pile est vide. Dans le cas où la pile est pleine, le message c'est la pile est pleine. Et à partir de là, ça va me suffire pour refaire l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Si je vous le remontre ici. Je sais plus où je l'ai mis, mais ça doit être là. Voilà, donc pour faire ça, notamment cette chose-là, pour que ça fonctionne, il faut que les classes que j'ai créées, donc de pile exception et pile pleine exception et pile vide exception, soient définies comme ça, c'est-à-dire que ce soit des sous-classes quelque part de exception. Voilà. J'en ai terminé avec les exceptions, je regarde quelle heure il est. C'est à 34. Je vais commencer un petit peu la partie entrée-sortie. Pour la gestion d'erreurs, voilà ce que je voulais vous présenter. Principalement, encore une fois, ce sont les exceptions qui sont l'élément important, enfin l'élément qui est lié en tout cas au concept objet. Et maintenant, alors, ce que je vous disais précédemment, en termes de concept objet, on a fait à peu près le tour. La seule chose que j'ai rajoutée ici, c'est la notion d'exception, mais qui en soi réutilise des choses que je vous avais montrées, en l'occurrence des classes et l'héritage. Maintenant, on va plutôt, pour terminer, on va regarder un petit peu plus dans la bibliothèque, et on va s'intéresser à deux parties de la bibliothèque qui sont qu'on rencontre communément, en tout cas, dans les langages à l'heure actuelle, qui sont évidemment les entrées-sorties, donc comment on va communiquer avec l'extérieur du programme, par exemple avec des fichiers, et comment on manipule des structures de données. Ça a plusieurs intérêts. D'abord, ça va vous montrer... d'abord, c'est un intérêt technique, c'est-à-dire si vous avez un programme en Java qui doit faire ce genre de choses, vous aurez les outils pour le faire. Ensuite, en termes de conception, ça a un intérêt également parce que ça va vous montrer comment, dans un contexte objet, on peut utiliser justement les concepts objets pour développer des bibliothèques relativement sophistiquées. Donc, soit pour les entrées-sorties, soit pour la gestion des collections. Donc là, je démarre, je vous fais l'introduction finalement de la partie entrée-sortie, qui va en plus avoir la bonne idée d'utiliser les exceptions, puisque quand vous faites des entrées-sorties, vous allez gérer des erreurs liées notamment à l'accès aux fichiers. Et donc vous allez être confronté à la gestion d'exceptions, justement dans cette bibliothèque. Alors, comment sont gérées les entrées-sorties dans les langages de programmation? Alors, c'est pas facile à faire, déjà, une bibliothèque d'entrée-sortie, parce que ce que l'on voudrait obtenir, notamment dans un langage à objet, c'est de pouvoir traiter les entrées-sorties de façon homogène. Ça veut dire de pouvoir parler à différents types de périphériques de façon homogène. Donc, on voudrait pouvoir faire des échanges avec la mémoire d'une certaine façon. On voudrait pouvoir faire des échanges avec des fichiers de cette même façon, parce que finalement les entrées-sorties c'est toujours la même idée, c'est-à-dire qu'on envoie des informations à quelque chose qui est externe au programme, ou on reçoit des informations de quelque chose d'externe au programme.
Donc la source et la destination, on aimerait bien pas trop s'en occuper, c'est-à-dire communiquer de la même façon avec différentes sources ou avec différentes destinations. Et puis, deuxième contrainte qui là, pour le coup, est liée au langage à objet, c'est que puisqu'on peut définir de nouveaux types, ben, on aimerait bien que le système d'entrée-sortie prenne en compte ces nouveaux types. Donc on puisse communiquer en utilisant non pas simplement les int et les chaînes de caractères, mais qu'on puisse envoyer l'objet étudiant qu'on a créé dans notre application, qui puisse circuler à l'extérieur de notre programme et qu'on puisse le récupérer dans notre programme. Qu'est-ce qui est choisi en Java, et c'est le cas aussi dans d'autres langages à objets pour faire ça, c'est de modéliser cette notion-là avec un concept qui s'appelle les flux. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Ce que ça va vous permettre aussi, ça va servir de base pour pour utiliser un nouveau concept qui s'appelle la persistance, c'est-à-dire, et qui va régler le deuxième problème, à savoir comment on gère les types définis par l'utilisateur, qui va vous permettre d'échanger par les entrées-sorties des objets qui ont été créés dans votre programme. Donc vous allez pouvoir directement envoyer des objets sur des flux sans forcément les décomposer avec en tout cas par rapport à leurs attributs. Alors un flux, c'est quelque chose d'assez simple, c'est simplement un canal qui va connecter votre programme à l'extérieur, soit pour faire de la lecture, c'est-à-dire pour aller chercher des informations qui se trouvent à l'extérieur de votre programme, soit pour envoyer des informations à l'extérieur de votre programme. L'intérêt aussi de cette notion de flux, c'est qu'on va pouvoir abstraire la source ou la destination. Et donc cette source et cette destination vont pouvoir être de différents types. Donc on va utiliser ces flux pour échanger avec des fichiers, bien sûr, avec le système de fichiers de la machine, mais on va aussi pouvoir le faire avec la mémoire, avec le réseau ou avec d'autres types d'entrée-sortie. Une particularité, alors il y a des contraintes quand même, ce choix impose des contraintes assez fortes sur la façon dont vous allez pouvoir utiliser votre flux. Tout d'abord, un flux, c'est soit en lecture, soit en écriture, mais ce n'est pas les deux en même temps. Donc vous allez ouvrir autant de flux que vous avez d'actions à faire dans un sens ou dans l'autre. Et puis il y a une contrainte encore plus forte qui, pour le coup, limite la façon dont on va pouvoir les utiliser. Vous êtes obligé de lire ou d'écrire dans un flux de façon séquentielle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas sauter à un endroit particulier de votre flux. Vous êtes obligé de parcourir le flux dans son ensemble. Donc ça, évidemment, c'est assez contraignant. Pour faire de l'accès aléatoire, par exemple, à l'intérieur d'un fichier, on ne peut pas utiliser un flux. Donc ça couvre quand même un grand nombre de cas, mais ça ne va pas être utile pour tout ce que vous pouvez vouloir faire. Les accès aléatoires dans un fichier, par exemple, ça se traite différemment. Sans surprise, les flux, rien de difficile là-dedans. La représentation, c'est vous transformez vos données dans un flux d'octets et ils sont transmis par l'intermédiaire de ce flux, donc soit en lecture, c'est-à-dire vous recevez un flux d'octets qui vient de l'extérieur, soit en écriture, vous envoyez un flux d'octets vers une cible. Le cas de la persistance, c'est un petit peu différent. En tout cas, ça rajoute une couche de complexité parce que vous devez gérer la façon dont les objets seront automatiquement envoyés sur un flux. C'est-à-dire la transformation, on appelle ça la sérialisation. Comment vous faites pour transformer un objet en mémoire et l'envoyer à l'extérieur de votre programme. Ça pose pas mal de problèmes parce que déjà, il faut être capable de déstructurer votre objet, puisque votre objet peut contenir des attributs. Ces attributs peuvent eux-mêmes être des objets. Donc votre objet, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est la racine de tout un arbre. Et donc déjà, il faut être capable de parcourir cet arbre pour sauvegarder chacun des éléments de votre objet. Mais il y a aussi d'autres difficultés. Déjà, la plupart de ces attributs sont des références, mais une référence, ça ne sens que lors de l'exécution de votre programme, parce que c'est une adresse mémoire, c'est dynamique. Ça veut dire que si vous transmettez cette adresse mémoire à un autre programme qui éventuellement ne tourne pas sur la même machine, l'adresse mémoire en question n'a aucun sens pour lui. Ça veut dire que vous êtes obligé de convertir toutes ces références
en quelque chose qui est persistant, donc c'est un problème difficile. Et puis l'autre problème, c'est d'être capable de gérer ces types de données, puisque vous avez créé un nouveau type de données. Quand vous écrivez votre objet à l'intérieur de votre flux, si vous ne faites pas attention, il n'y a plus l'information sur le type. Du coup, quand vous le relisez à l'autre bout du flux, vous n'avez pas assez d'informations pour le reconstruire. Donc il faut être capable aussi dans les flux d'enregistrer l'information sur le type de votre objet. Donc les classes, par exemple, doivent être enregistrées d'une façon ou d'une autre à l'intérieur du flux pour pouvoir être relues dans d'autres programmes. Donc tout ça pour vous dire que la notion de persistance, c'est assez compliqué, et ça s'appuie souvent sur des bibliothèques, parce qu'à faire à la main, c'est assez difficile. Donc vous allez trouver une partie de la bibliothèque standard du langage qui va vous le fournir. Donc c'est le cas en Java, je vous montrerai comment on peut faire pour rendre persistants des objets. Ou alors, on va faire appel à d'autres outils. Donc des bibliothèques spécialisées, on va trouver des bibliothèques hors langage Java qui vont faire ça. Ou alors carrément utiliser un système de gestion de base de données et se connecter à ce système de gestion de base de données pour communiquer avec lui. Il n'y a aucune des solutions qui est triviale. C'est quelque chose de compliqué, de complexe pour obtenir la persistance. Donc c'est souvent, on utilise des choses existantes. Serialisation, je l'ai mentionné, ça va être utilisé dans ce contexte-là, puisque c'est ce qui va vous permettre de transformer un objet en flux d'octets. C'est-à-dire notamment régler tous les problèmes de j'ai une référence mémoire, comment je fais pour envoyer une référence mémoire en dehors du programme, sachant que cette référence n'aura aucun sens en dehors du programme, je suis obligé de la convertir d'une façon ou d'une autre. Alors en Java, comment c'est modélisé? Alors il y a plusieurs parties, enfin il y en a même beaucoup. On va se focaliser sur des choses un peu précises, mais il faut bien voir que la bibliothèque Java, elle a plusieurs aspects. D'abord, c'est une bibliothèque qui a été construite au fil des années, au fil des versions du langage. Donc ça veut dire que vous avez certaines bibliothèques qui sont, on va dire, historiques, comme java.io, qui sont les bibliothèques qui ont été créées assez tôt lorsque le langage a été créé. Et puis, on s'est rendu compte au bout de quelques versions qu'il manquait des choses dans cette bibliothèque. Le problème, c'est quand vous avez un langage qui a la popularité de Java, vous ne pouvez pas facilement changer une classe ou changer une bibliothèque. C'est très difficile parce que ça va impacter un nombre de programmes phénoménal. Donc, vous êtes obligé de trouver des alternatives à la modification. Donc autrement dit, ce qui a été fait au bout d'un certain temps, c'est que Java.io a été gelé, ou en tout cas les modifications sur Java.io ont été très très limitées. Et il y a une nouvelle bibliothèque qui a été créée, qui s'appelle Java.nio, pour New. Alors IO c'est pour Input-Output, et NIO c'est pour New Input-Output. Et donc toutes les nouveautés qui manquaient dans la version initiale de la bibliothèque d'entrée-sortie de Java ont été ajoutées dans de nouveaux packages qui ont été créés dans une partie de la bibliothèque qui a été renommée, qui s'appelle Java.nio. Et donc c'est pour ça que vous allez trouver un certain nombre de fonctionnalités qui se trouvent dans un package qui s'appelle java.io, et une autre partie, souvent des fonctionnalités un petit peu plus avancées, qui va se retrouver dans un autre package qui s'appelle java.nio. Alors, en dehors de tout ça, donc ça c'est vraiment le cœur de la partie de la gestion des entrées-sorties en Java. Vous allez trouver des choses soit plutôt liées à la gestion des entrées-sorties standards. Donc c'est ce que vous faites en C quand vous faites des printf, ou vous utilisez la sortie standard, enfin le clavier, l'écran et puis la sortie d'erreur standard. En Java, c'est pareil, il y a des classes spécialisées pour gérer ces entrées-sorties-là, qui, si vous voyez, ne font pas partie des packages Java.io ou Java.nio, parce qu'en fait, ils sont utilisés dans tous les programmes. Donc c'est des choses qui ont été extraites, et qui, même s'ils utilisent des choses qui sont dans les packages d'entrée-sortie, sont accessibles directement. PrintStream, notamment, qui peut écrire sur la console, fait partie même de la classe système que vous manipulez tout le temps. Et après, vous avez des choses un petit peu avancées, alors j'en ai cité quelques-unes, il y en a d'autres, mais qui vont vous permettre par exemple de gérer des archives, ou de gérer carrément des images.
Donc ça, je ne vais pas trop en parler, c'est des choses plus avancées, mais il faut voir que ce sont des bibliothèques puissantes qui vont permettre de manipuler, on va dire plus ou moins automatiquement, ce type de fichiers. Donc nous, on va principalement se concentrer là-dessus, qui représente vraiment le cœur de la bibliothèque d'entrée-sortie, puis je vous parlerai un tout petit peu de NIO quand j'aurai besoin d'utiliser des fonctionnalités un peu particulières. Alors en Java, qu'est-ce qui a été fait? Donc déjà, la bibliothèque, elle se divise, je vais vous montrer deux hiérarchies de classes. Je regarde que je ne déborde pas. Non, je ne vais pas vous montrer deux hiérarchies de classes. Je vais m'arrêter là et je vous présenterai ça la prochaine fois. Donc là, je me suis arrêté sur les packages. Donc ça vous donne une vision très générale sur comment les choses sont décomposées. Et ensuite, je vais rentrer plus précisément dans les hiérarchies de classes qui permettent de représenter les flux et qui, là, font partie de la bibliothèque Java IE. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous parlerai de ça donc la prochaine fois. Passez une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.